Coucou les gros bidous, le concept de la vidéo du jour il est simple et vous le connaissez si vous me suivez depuis longtemps, on est en mode fouille de pensée. Moi je débarque, je sais pas encore de quoi je vais parler, c'est d'office un peu vlog, donc ça peut partir sur des trucs très perso. Il y aura d'office du tarot, peut-être de la spiritualité, certainement une bonne dose de féminisme, mais je n'en sais pas davantage à ce stade. Ce que je fais en général dans ce genre de vidéo, c'est que je mets du tarot pour décider de quoi on va parler. Parfois, ça va juste être parler de la carte que j'ai tirée, et parfois, la carte va juste m'emmener dans plein de directions différentes. J'aurais envie de vous donner des nouvelles. J'ai commencé l'année en ayant envie d'être plus présente en vidéo, et puis finalement, ça n'a pas tenu, tout et tout, mais en fait, je vous épargne la popote interne de la malade chronique pour le moment. J'ai juste envie d'y aller, de me saisir d'un tarot et de commencer. Je me sens un peu dans l'ironie parce que là, on est fin février et on a super envie de sentir arriver l'énergie du printemps. Et en vrai, le 1er mars en Belgique, c'est le printemps météorologique. Et donc, c'est celui que je suis plus que, enfin, l'équinoxe est important pour moi au niveau païen et tout, mais au niveau de l'observation du rythme des saisons, je me réfère plus à la météo et au climat de ma région. Mais là, j'ai envie de sortir le Winter Tarot du Seasons of the Witch pour peut-être rester un peu sur cette vibe hivernale alors qu'aujourd'hui il fait hyper gris, que la pluie ces derniers jours, franchement c'est pas ça. En même temps, il fait vraiment chaud, on annonce des maxima de 15 degrés aujourd'hui et je pense genre 17 ou 18 demain. What? Et donc, ça me paraît assez intéressant de sortir ce Winter Tarot du Seasons of the Witch qui commence. Alors j'ai bien travaillé avec lui jusqu'ici, j'ai vraiment eu beaucoup de... C'était un plaisir pour moi de passer décembre, janvier, février avec lui, mais je commence à sentir, et du coup on le voit particulièrement avec les cartes qui ont cette vibe de Noël, c'est plus trop le moment quoi avec lui pour l'instant, c'est vraiment la fin. Et je vais tirer une petite carte qui va nous permettre d'être un peu rétrospective de l'hiver. Au niveau perso, peut-être au niveau politique, évidemment. C'est aussi un des objectifs de la chaîne avec ma grille d'analyse féministe, queer, antifasciste, écologiste, la base. Donc on va voir ça, on va voir vers où ça nous emmène. Alors il y a celle-là qui saute un peu. Ouh, j'ai jamais tiré cette carte. L'artisane de coupe. L'artisane, c'est... Alors en fait, parfois, je me perds un peu avec ce jeu. Elle est dans une position, la personne sur cette carte de reine. Non, non, parce qu'il y a apprenti initié. Initié, page. Apprenti, cavalier, cavalière. Oui, artisan, parce qu'ici, on a effectivement, ça j'en suis sûre, l'équivalent de la reine de bâton. Du coup, j'ai complètement oublié qu'est-ce qu'étaient les rois dans ce jeu-ci. Les masters, maîtres, maîtresses dans ce sujet. Et à propos, on vient d'annoncer... celui de l'automne, il est en précommande maintenant. Merci Jen qui m'a averti. J'étais très curieuse, mais il a une vibe très Halloween. Pas forcément Samhain ou Toussaint, Fête des Morts ou quoi, mais vraiment très Halloween. Pour l'instant, je ne sais pas du tout comment je pourrais intégrer ce jeu-là dans ma pratique automnale. Mais on a vu que je pensais juste la même chose de ce tarot avant de l'avoir. Et qu'en fait, en général, malgré toutes mes réticences, je craque pour les tarots de ces créatrices et oracles. D'ailleurs, si vous voulez jeter un coup d'œil. En tout cas, je vais attendre qu'ils sortent. Je ne me sens pas pressée ni rien. Hein. Ben voilà, on a une apprentie. Donc, on a suivi que apprenti, c'était pour les chevaleresses, chevaliers, cavaliers, cavalières, quelle que soit le nom que vous aimez utiliser en français. Et donc de bâton. C'est assez chouette d'avoir l'idée de vitesse, l'idée de déplacement, l'idée de mouvement. Vitesse dans le sens du rythme, mais pas forcément dans le sens d'aller vite, parce qu'on peut avoir par exemple avec la cavalière de Pentacle un rythme qui est assez lent, hein, mais j'aime bien que ce soit rendu ici par une luge, avec notre ami le renard qui court à côté, et la luge est sur des espèces de doigts ou de signes. J'ai jamais tiré les deux cartes qui sont sorties dans ce jeu, que j'ai pourtant beaucoup utilisé cet hiver. En tout cas, ce que je peux dire de l'apprenti de bâton, c'est que je la vois vraiment souvent comme une carte qui parle de notre rapport à notre niveau d'énergie, de notre dosage. Pour moi, c'est vraiment en tant que malade chronique, mais je pense que tout le monde aurait intérêt à intégrer une perspective
de libération on dit, une perspective qui intègre les malades chroniques et les malades de longue durée, hein, surtout vu la campagne de dénigrement et d'essayer de nous enlever un maximum de droits et de droits à la survie aussi, tout simplement en tant que malade chronique, qui est en tout cas en place en Belgique. Et je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais vu le climat eugéniste, et seuls les meilleurs s'en sortent, je pense qu'on peut dire que c'est un peu généralisé quand même comme état d'esprit, même si la remise en question de notre statut et de notre existence, c'est peut-être pas la même partout. Et donc je pense que c'est aussi hyper important. Enfin moi je pars du principe que beaucoup d'entre vous, en fait, vous êtes de ma team, je le sais, hein, des personnes que je connais, mais je crois aussi que c'est important de décentrer le corps valide, le corps en pleine santé, de toute notre façon d'appréhender la spiritualité, la vie quotidienne, le mythe de la productivité et du bien-être, le mythe aussi santéiste de on est responsable individuellement de notre propre santé, et notre propre santé est un indicateur de notre valeur morale, etc. Notre santé et notre productivité le sont, et aussi d'une certaine façon notre bien-être. Du coup, je trouve que ces cartes, elles sont vraiment intéressantes parce qu'elles vous permettent aussi, à vous, qui peut-être n'êtes pas malade, qui peut-être être valide, qui est quand même un état tout à fait provisoire parce qu'on est tous dans des situations de handicap à un moment ou à un autre dans notre vie, évidemment, mais ça paraît toujours être le rebutoire extrême pour certaines personnes, ou évidemment l'inspiration, ou les bons indices qui se battent et qui dépassent leur maladie, ou leurs conditions. Sachant que le handicap et la maladie sont évidemment pas tout à fait la même chose, mais enfin, dans mon cas, chez moi, ça se colle. Du coup, j'en parle de cette manière-là, et je vais peut-être pas rentrer dans le registre des explications davantage ici. Du coup, j'aime vraiment cette carte parce qu'elle nous apprend, elle nous invite à réfléchir à notre rythme, mais aussi ce qu'on appelle beaucoup dans les milieux de la maladie chronique, le pacing. Et le pacing, c'est trouver son rythme, c'est trouver sa vitesse à chaque moment. Et le pacing, souvent, ça peut être mais si je fais telle chose, je dois prévoir que je vais me reposer autant de temps avant ou après. C'est d'intégrer des moments de récupération dans chacune de nos activités. C'est d'être toujours assez consciente, mais d'une façon qui ne doit pas forcément être poussive ou nous vider, parce que justement le but c'est juste qu'on soit le moins vidé possible, dans la mesure où notre jauge d'énergie elle va descendre beaucoup plus vite que l'idéal sociétal de la personne valide, performante, etc. Un idéal de merde, hein. Une société qui est basée sur la performance, le validisme, le santéisme et tout, c'est une société dysfonctionnelle. C'est une société qui vise à mettre à la marge, voire à éliminer, voire à mettre en danger les personnes qui n'atteignent pas ces objectifs-là. Et c'est une société qui fonctionne au rythme de la méritocratie. Donc il y a aussi cette idée très chrétienne finalement, hein, de notre maladie finalement c'est presque une punition, on a presque mérité de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir de reconnaissance, d'être toujours rejeté, exclu, et on est rejeté, exclu de facto en fait dans une société qui est extrêmement inaccessible à plein de niveaux, qui va par exemple par rapport à des gens qui ont des problèmes de concentration, de fatigue chronique comme moi, pas prévoir des moments de pause quand on organise quelque chose, ou des espaces au calme, ça veut dire je peux pas y aller en fait, qui vont, je pense à la gare de ma mini-ville ici, où on nous a foutu des passerelles pas possibles, on peut plus traverser les voies, on est obligé, donc qu'est-ce que c'est l'accessibilité dans ce cas-ci? C'est les personnes âgées, c'est les personnes handies, c'est les personnes avec des poussettes, c'est les personnes avec des valises, c'est les personnes qui... Enfin, en fait, penser l'accessibilité, la libération du handicap, la justice handi, la justice pour les personnes malades, c'est penser l'accessibilité pour tous. C'est ça qu'on tente à oublier, évidemment. Donc il y a plein de choses qui sont difficiles. En fait, moi, personnellement, je sais prendre cette passerelle, parce que je sais prendre des escaliers, heureusement, sinon je ne sais pas me déplacer dans ma propre maison. Mais ceci dit, ça peut se faire dans des moments où, comme ici, j'ai un problème, j'ai une blessure à la cheville, ça peut se faire au détriment de jours, de réelles journées où je suis dans mon canapé en train de me tordre de douleur. Donc on a tous ces trucs-là qui... je sais plus pourquoi je parlais de l'accessibilité avec notre copine la cavalière de bâton. Donc j'ai évidemment encore une fois perdu le truc, mais je veux dire ça nous invite à penser à ça à chaque fois, et quand on a envie de foncer, et on a souvent envie de foncer,
On a souvent envie de dépasser nos limites. On a souvent envie de penser, pour reprendre la théorie des cuillères, qui fonctionne plus ou moins, mais qui est quand même très connue chez les malades chroniques, hein, on a envie de croire qu'on a un stock de cuillères inépuisable, que tout va aller, qu'il n'y a aucune... voilà, qu'on est libre, quoi, qu'on peut foncer. Et en même temps, notre corps va toujours nous rappeler, bah, non, tu dois composer avec les limites. Et j'aime bien cette carte parce que je trouve qu'en hiver, en fait, on est tellement plus fatigué à cause du manque de luminosité, de vitamine D, l'humidité, dans mon cas, par exemple, ça va d'office pas affecter les gens qui n'ont pas une condition d'utilisation conjonctive de la manière que ça nous affecte, nous. Et encore, on n'est pas tous égal dans notre syndrome des lèvres dans l'os, ça peut avoir des manifestations différentes. Je sais plus ce que je disais, je vais voir. Hyperlaxe, certes, mais n'est pas quand même capable de tourner son bras à 180 degrés. Quoique. Ça, c'est intéressant comme exemple. C'est intéressant parce que j'en discutais avec une amie encore hier. Comment on fait pour faire de l'exercice quand on a de l'hyperlaxité généralisée? Il y a plein de façons d'être hyperlaxe, hein. Tout le monde n'est pas hyperlaxe, donc n'a pas cette souplesse au niveau des articulations, de la même manière que quelqu'un qui a de l'hyperlaxité généralisée, donc dans la plupart de ses articulations, ou qui a un syndrome des nerfs dans l'os, hypermobile, ou ce genre de choses. Mais quand même, ce qui est assez intéressant quand on est hyperlaxe sur un grand nombre d'articulations, c'est on peut être tenté de se dire, si c'est simple, si je peux toucher le sol sans plier ma jambe, alors pourquoi m'emmerder à plier mes jambes? Parce qu'en fait, c'est pas bon pour tes articulations d'être toujours au bout de la gamme de ce qu'elles peuvent produire, et c'est beaucoup plus intéressant de stabiliser, de réduire, de trouver l'équilibre et la stabilité dans... Excusez-moi, parce que tous les mots me viennent en anglais, parce que tout ce que je fais au niveau des exercices du CED, c'est en anglais. Dans une range, dans une gamme de mouvements qui est plus étroite. Je mettrai les liens d'ailleurs pour les personnes que ça intéresse de la chaîne et de l'application sur laquelle je fais mes exercices, parce que je trouve que l'enseignante Ginny Dibon, elle a vraiment une approche qui est hyper intéressante là-dessus. Pourquoi je suis repartie là-dessus? Mais Katou! Mais Katou, mais pourquoi t'es là? Non, non, si c'est intéressant la question du mouvement, mais parce qu'avant je pensais aux cuillères illimitées et à comment en fait on fait quand on n'a pas de cuillères illimitées et qu'on gagne tous à ne pas imaginer qu'on a des cuillères illimitées. Cuillère. Sorry, I'm Belge. So I say cuillère. 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 C'est quand même beaucoup plus facile à prononcer en belge, hein, les 8. Juin. Juin. Ok, le mouvement, oui, non, c'est toujours intéressant. En fait, c'est vrai que j'aime bien aussi, en ce moment, je suis toujours en mode, pourquoi ma maladie chronique m'empêche de faire ça, et je rêve plein de choses que je voudrais être capable de faire et j'y arrive pas, je suis en mode découragée, mais en même temps, c'est en fait, dans tous les cas, hein, c'est sur la question de l'amplitude du mouvement qu'on peut faire ou ne pas faire. En fait, on a plus intérêt à réduire plutôt qu'à élargir si on veut, sur le long terme, avoir plus de stabilité et être capable de faire un maximum d'exercices et de gagner dans le fait d'avoir moins de fatigue chronique, moins de douleur et tout, avec le syndrome des nerfs dans l'os, par exemple. Ça, c'est intéressant parce que la tentation, toujours, des cavaliers, des cavalières, c'est genre, waouh, j'ai un objectif en tête et je l'aime cet objectif, je veux y aller, j'y vais avec passion, j'y vais avec fougue, ouh. Et la cavalière de bâton est certainement celle qui a le plus cette énergie de pop, 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 pop. Et en même temps, elle nous apprend toujours à faire, oh là là, non, 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 mais va pas en mode pop, 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 le mode pop, 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 il fonctionne pas en fait, meuf. Come back. Reviens au corps, reviens à l'ancrage, n'oublie pas tes routines, n'oublie pas tout ce qui fait ta maintenance physique, spirituelle, etc. Donc ça peut être, je sais pas, je prends mon exemple, chacun le sien, mais les techniques de méditation au quotidien, essayer de faire des exercices au quotidien, prendre l'air et voir marcher des randos aussi souvent que possible, prévoir du repos et de la récupération aussi souvent que possible. L'apprenti de bâton, je suis complètement perdue.
je suis désolée pour vous, parce qu'en fait, ça doit être tellement chiant de m'écouter partir dans tous les sens. Sa leçon, c'est en fait, tu es capable de grandes choses, mais tu es aussi capable de vider ton réservoir hyper vite si tu cherches à faire des grandes choses sans prendre en compte ce qui est juste pour toi. Et ce qui est juste pour toi, ça fait aussi référence à des questions d'intégrité, d'être aligné par rapport à ses valeurs et à ce qui compte. Quelque chose qu'en réalité, je vais peut-être retrouver plus souvent chez la cavalière d'épée que chez la cavalière de bâton. Mais tout de même, je trouve qu'elle nous permet de faire ce check-in, de vérifier avec soi-même où t'en es en fait. Où t'en es par rapport à tes réserves d'énergie. Est-ce que ta fougue va pas t'amener à tout cramer et qu'après tu vas devoir juste t'effondrer? Est-ce que ça vaut le coup en fait d'aller à fond et de s'effondrer? Parfois ça vaut le coup. Il y a des gens qui pensent que ça vaut le coup, il y a des situations qui valent le coup et il y en a d'autres où ça vaut pas le coup du tout. On a toutes ces questions-là. J'ai tiré, pas dans ce jeu-ci, mais je travaille avec la cavalière de bâton à plusieurs moments sur l'hiver et elle m'a aidé à me rappeler que j'étais capable de faire des choses, à pas toujours douter de moi et du manque de fiabilité de ma maladie et tout ça, et que malgré tout, si vraiment je m'adaptais sur le long terme, si j'adaptais les contenants dans quoi je mets mon énergie et tout ça, à mon niveau d'énergie, et pas à dire ouh, je voudrais ce gros truc tout brillant comme ça, tout, je sais pas moi, ce truc qui fonctionne pour d'autres personnes ou quoi, mais si je trouvais vraiment quelque chose qui allait pour moi, en fait, j'étais capable sur la durée de maintenir un niveau d'énergie et aussi de faire avec une énergie fluctuante. Ça, je crois que ça a été vraiment quelque chose d'assez important, d'assez intéressant. D'ailleurs, je pense que j'ai la cavalière de bâton dans le Zix Arcana. J'ai tiré dans un tirage aussi par rapport aux célébrations. Ah oui, alors, partir dans tous les sens. J'irai le chercher après. Ou alors j'intégrerai l'image ici. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que on est mardi, au moment où je filme ça. Je sais pas quand je pourrai publier, en fonction du montage et tout ça, on verra. Dimanche, c'était les Tonekesbrand à Gramont, qui est une célébration locale où on a différents éléments pré-chrétien, dans une grande tradition, et l'élément le plus important pour moi, surtout qu'il faisait tellement mauvais que j'ai pas été en mesure de participer aux autres éléments de la célébration, c'est qu'à 20h, on a un grand feu de joie qui célèbre la fin de l'hiver et qui accueille le printemps avec plein d'explications possibles dans ces traditions des feux de joie du début du carême, de la fin de l'hiver. Trop important, j'adore ce genre de moment, et pour moi, ça marque mon début d'année symbolique. Alors que l'hiver, alors il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du solstice pour moi, dans ma pratique païenne, spirituelle, sorcière, etc. Mais il y a aussi un temps d'arrêt certain, jusqu'à cet événement-là, où je tire en plus ma carte de l'année, donc je commence à avoir une direction, à essayer de me sortir un minimum de mon hibernation, même si je sais d'expérience, parce que c'est la 3e année que je vais à cet événement-là, à ce grand feu de joie trop magnifique que j'adore, que jusqu'à l'équinoxe, en vrai, ça reste très très difficile de fonctionner avec sa carte de l'année, de voir exactement où on va aller, etc. Peut-être je vais vous dévoiler un peu plus tard qu'est-ce que j'ai tiré comme carte de l'année. Je le fais pas tout le temps, j'essaie parfois de garder un peu de secret là-dessus, évidemment, c'est logique, on met pas tout en ligne. Sachez que 2 années d'affilée, donc les 2 premières années où je suis allée au Tonekesbrand, j'ai tiré devant ce feu la cavalière de Pentacle. En parlant des cavalières, elle m'a fait taffer, hein. Mais c'était cool. Et le résultat de 2 années de travail avec cette carte-ci, c'est mon recueil dévotionnel dédié au territoire, Le vent de la colline. Vous pouvez voir sur ma chaîne, sur mon blog, etc., qui est le fruit de quasiment 2 ans de travail dévotionnel auprès des esprits du lieu, du territoire. Et donc voilà, du coup, en préparation, dans les jours qui ont précédé, j'ai quand même travaillé avec le feu et avec la fumée. J'aimerais être en mesure de vous raconter plein de trucs sur les significations païennes, pré-chrétiennes, du travail autour du feu, des traditions agraires et tout ça, et de la fumée. Mais je pense que je vais partir dans trop de directions si je fais ça maintenant. Parce que je suis trop passionnée, mais je suis un peu aussi trop fatiguée. Je suis dans mon creux de fin de matinée comme toujours.
peut-être une autre vidéo. Je sais pas trop si ça intéresse trop de monde. J'en parle souvent, mais j'en ai jamais parlé de façon aussi détaillée, je pense, que ce que j'aurais voulu. Mais enfin, laissez-moi des commentaires sinon, parce que en vrai, ce genre de sujet-là, les questions de travail avec le territoire, de parler du folklore, des traditions locales, etc., ça me demande un travail énorme de faire ce genre de vidéo. Alors, je suis très mauvaise hein, pour le montage et tout, vous savez déjà. Et en fait, au final, j'ai pas beaucoup de vues, j'ai pas beaucoup de likes, ce qui est pas grave, parce que pour moi, c'est important de faire ce travail qui fait aussi partie de mon service de mes offrandes au territoire. Mais en même temps, là, dans ce cas-ci, pour l'instant, mon devoir n'est pas forcément de communiquer là-dessus. Et donc, si vous n'avez pas de demande là-dessus, en fait, je vais peut-être pas me casser le popotin à travailler sur ces sujets pendant des heures et des heures. Et malheureusement, travailler sur ordinateur, faire du montage, c'est très compliqué physiquement. Donc voilà, je le ferai que si vous me le demandez. Pourquoi je reparlais du feu? Juste parce que la cavalière... Ah oui, bah oui, j'ai dû faire une petite pause. J'étais d'office en train de partir dans tous les sens. Ouf. Mais en fait, j'essayais juste de dire que pour l'instant, on est vraiment dans ce moment charnière entre l'hiver et l'accueil du printemps, même si les signes du printemps ne sont pas très très visibles. Mais on essaie quand même de planter les semences pour ce qui va venir, ou on commence à les arranger, à les soigner davantage si jamais on l'a fait au solstice. Pour moi, c'était pas le cas. Au solstice, c'était plus un espace de rêve cette année. J'ai particulièrement aimé travailler autour du concept des nuits de Yule, des nuits de Yule, des nuits de Noël, des 12 nuits du solstice, que j'ai davantage étalé, aussi avec l'aide de différents supports, notamment le cours The 12 Days of Christmas sur Advaya. Je mettrai les liens en dessous, c'était vraiment formidable. Ça m'a beaucoup aidé d'être dans ce moment de vision, de rêve, de passer en revue mes différentes routines et pratiques et tout ça. Après, ça a été pas forcément facile les semaines qui ont suivi, mais voilà, indépendamment du fait d'avoir suivi ça ou pas d'ailleurs. Bref, dans le cadre de tous les différents tirages que je fais pour le moment autour de cette transition vers quelque chose de plus actif, de plus vers... Mais bien sûr, ce scooter avait complètement raison de prendre une rue en sens unique à l'envers à toute vitesse en mettant les gaz à fond. Ça se passe toujours très très bien dans cette ville. Ok, alors du coup la cavalière de bâton ici représentait un certain aspect du tirage qui n'avait pas grand chose à voir avec ce shift des saisons, mais ça me donne envie de vous lire ce que j'ai écrit à son sujet, qui est complètement lié au tirage en question, mais donc je ne vous dis pas quelle était sa position dans le tirage, le thème du tirage, ni rien. J'ai mis mon énergie créatrice, farfelue et touche à tout. J'ai mis créatrice et pas créative. Est-ce que c'est une faute parce que j'étais en fin de journée que j'écris ou bizarrement ou pas? Je ne sais pas. Reconnaître que je crée, voir que je suis une artiste, même si je n'excelle pas dans un domaine. Et là, dimension de l'excellence, hein, comme truc capitaliste, la performance, la productivité, c'est des choses qui sont très attachées en fait à cette carte-là. Et désexceller est tout un art qui est beaucoup plus intéressant en termes anticapitalistes. Voilà. Reconnaître que je crée, voir que je suis une artiste même si je n'excelle pas dans un domaine, et ce parce que je voyage, j'essaie, je me pète la gueule, parce que je ne vise pas l'excellence, mais la créativité. Stop, j'ai rien de plus à dire. J'allais parler d'un truc et puis je sens que c'est pas le moment. Est-ce que j'ai encore l'énergie pour parler de quelque chose en fait? Non, j'ai plus la concentration parce que j'ai un set, que ça fait déjà trop longtemps que je suis en train de parler sans avoir fait de pause. En plus, le bruit de la ville, parce qu'il y a des travaux partout, et c'est une des raisons pour lesquelles je ne fais plus de vidéos, c'est que pas chez mon voisin direct, mais la maison juste à côté. Moi, c'est des maisons de rangée, donc on est très collés. Il y a des travaux depuis des semaines, et donc j'ai quasiment pas l'occasion de faire des vidéos aussi au niveau sonore, parce que c'est 6 jours par semaine, et très tôt et très tard. No comment. J'emmène quand même avec moi la possibilité de continuer cette vidéo plus tard dans la journée, au cas où, en pur mode vlog. On verra, on va voir, on verra. On va voir ce que ça donne. Ça se voit pas, parce que mes mains n'ont pas une drôle de couleur, mais j'ai le phénomène de Raynaud. Là, si je me lave les mains, je vais devenir toute rouge. Et du coup, j'ai très très froid aux extrémités.
Donc je sens qu'il faut que j'essaie d'introduire un petit peu de mouvement, justement. Non, mais je vous le dis parce que vous avez l'impression que je vous parle encore une fois que de moi et de mon corps et tout, mais je trouve que la cavalière de bâton, elle nous demande d'être attentive à ça, en fait. Là, j'ai plus d'énergie. Est-ce que je vais continuer à essayer de faire une vidéo qui va ressembler à rien, que je vais avoir aucun plaisir à monter, vous allez avoir aucun plaisir à regarder et tout ça? Ou est-ce que justement, et en vrai, c'est quand même souvent quelque chose qui guide les figures des bâtons, la notion de plaisir, la notion de joie. En fait, si j'ai plus de plaisir dans ce que je suis en train de créer maintenant, ben, il faut pouvoir aussi arrêter. Donc moi, pour l'instant, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de plaisir dans ce que je fais, j'ai en plus plus rien à dire et je risque de tourner en rond, donc c'est le moment de faire une pause. Par contre, ce serait peut-être intéressant de continuer à vous emmener en vidéo dans ma journée pour voir s'il y a d'autres choses qui viennent. J'ai un peu de mal à reprendre le fil en ce début d'après-midi, mais je pense que j'aimerais bien parler du fait qu'on avait quand même tiré la reine de coupe. Ça m'a évoqué quelque chose, en particulier en complément à la cavalière de bâton. Je trouve que la plupart des cavalières ont quand même une dimension plutôt colérique. En tout cas, s'il y a bien des cartes dans le tarot qui nous parlent de colère, ce sont celles-là. Et surtout, le caractère enflammé, parfois, de la cavalière de bâton peut vraiment nous ramener ce côté-là. Et je trouve que la reine de coupe, la reine d'eau, elle peut nous parler de contenant, de ce dans quoi on met nos émotions, ce qu'on ressent. Et en l'occurrence, ici, j'ai envie de ramener la colère avec la cavalière de bâton. Donc rien à voir avec les explorations précédentes de cette carte, mais juste, c'est un truc, en étant un peu plus souvent sur Instagram, récemment, pas très souvent, mais un tout petit peu plus, j'ai vu passer quand même pas mal de choses, et c'est toujours un peu le même type de publication. Enfin, il y en avait quelques-unes qui avaient un petit côté très spontané et basé sur l'expérience, c'est tout. Et puis il y en avait beaucoup qui a été beaucoup plus irréfléchies, donc soit elles ont été un peu copiées au niveau du sujet. Je trouve que l'inspiration sur les réseaux sociaux, c'est un des trucs qui est très intéressant, le fait qu'on commence à parler des mêmes choses est super cool. Je trouve aussi que, en particulier avec l'IA, et le fait qu'en fait les réseaux sociaux c'est un truc qui fonctionne vraiment juste plus du tout, on a aussi une tendance rapide à avoir certains sujets qui tournent en boucle sans être vraiment ressenti, réfléchi, rien du genre. J'ai vu passer 10 000 fois depuis le solstice des trucs sur oh ouais, mais la nouvelle année, les résolutions, mais en hiver, c'est quand même censé être un moment de calme et de repos, etc. Genre la base, hein, on parle un peu la base de la roue de l'année, des réflexions païennes et tout ça, mais répété à l'envi, en mode développement personnel ou autre connerie, et ça devenait une nouvelle injonction, genre oh, ne faites pas de résolution, mais reposez-vous. Moi, je suis pas du tout favorable aux résolutions. Je trouve que effectivement, le début janvier n'est pas forcément le moment où planifier toute son année. D'ailleurs, et j'en ai parlé à plusieurs reprises, je trouve ça vraiment très cool d'avoir la célébration des Todokesbrand pour lesquels, autour de laquelle je tire ma roue de l'année et je commence à m'engager dans l'année. Sauf que c'était toujours un peu la même chose. C'est très très IA en fait, tout ce que je voyais là-dessus. Et pas forcément que toutes les personnes qui parlaient de ça étaient nourries par l'IA, mais que en fait ça faisait résonner les trucs en écho d'une manière où le problème, un des problèmes de l'IA, il y a 10 000 problèmes avec l'IA génératrice, et donc je suis à 10 000% contre l'IA, hein, je n'utilise pas l'IA gène, c'est hors de question que je le fasse, je déteste ça, voilà, politiquement, parce que ça détruit la planète, que ça détruit, ça utilise l'eau des gens, ça détruit des quartiers, ça, enfin, il y a 1000 trucs, mais quand même un positionnement en tant que personne qui crée par rapport à l'IA, c'est aussi ça tue la créativité. On ne peut pas abandonner notre créativité, et la moindre utilisation que vous faites de l'IA génératrice, elle rentre quand même dans cette matrice qui consiste à confier à des robots qui ne réfléchissent pas, qui compilent des informations, la capacité de penser et de créer. Et ça, c'est un vrai danger. Parce que quand on abdique ça, dans des moments aussi importants pour nous, en tant qu'antifa, par rapport à la montée des fascismes de l'extrême droite, dans tous les sens, abandonner notre créativité, c'est abandonner les moyens de se battre, c'est abandonner les moyens de se résister, c'est abandonner les moyens de rêver, c'est abandonner les moyens de faire émerger sans cesse des alternatives face à des systèmes qui veulent nous faire croire qu'il n'y en a aucune. On ne peut pas faire ça. Donc le positionnement anti-IA générative et technofascisme rentre aussi fort fort là-dedans. Donc ces contenus m'irritent parce qu'en fait je vois la perte de créativité dans tous ces trucs. Je vois la perte
de contact à nos propres connaissances et que ça devient juste des poncifs qu'on va répéter. Oui, mais l'hiver, c'est une période de repos. Regardez, les fleurs, elles poussent pas maintenant, hein, il y a une raison. Hein. No shit, Sherlock. Je reviens à mon thème. Ces choses qui se veulent un peu révolutionnaires, un peu poil à gratter, genre ouh, vous n'avez jamais vu les choses sous cet angle, mais regardez, un peu les clichés de la critique du développement personnel, du bien-être, etc. Que je suis la première à critiquer, vous le savez, si vous me suivez depuis de fort nombreuses années. Mais on ressasse quand même toujours des clichés qui parfois nous empêchent d'aller plus loin. Et donc en ce moment, dans les milieux anticapitalistes, il y a un truc un peu que je vois circuler, plus ou moins bien intentionné, plus ou moins bien inspiré, et que je vois en fait agir sur les gens là, un peu au mauvais endroit. C'est des trucs du genre, donc vous avez des raisons d'être en colère, vous avez des raisons d'être déprimé, regardez ce qui se passe, c'est logique. Point. En gros, c'est un peu ça. Et donc, n'essayez pas de méditer votre sortie de tout ça, ce serait être dans le déni, n'essayez pas voilà, le self-care et tout, ça, en gros, ça sert à rien maintenant, donc merci, hein, parce que quand c'est des personnes blanches qui disent ça, je suis un peu en mode, donc le black féminisme, on le fout à la poubelle, parce que le self-care, une compréhension politisée du self-care, c'est pas les personnes blanches qui l'ont inventé. C'est des féministes noires. Et c'est des féministes noires qui continuent de mettre ça en avant. Et vous arrivez et vous balayez ça en disant le self-care c'est d'office pas politique. Je comprends bien à quel point c'est absolument dépolitisé à l'heure actuelle, que ça sert bien le capitalisme de parler de self-care. Pour autant, est-ce que nous, on va abandonner le self-care parce que ça sert bien le capitalisme, parce que ça sert des visions individualistes, parce que ça se met au service du santéiste, ou est-ce qu'on va suivre les plaidoyers de Audre Lorde et d'autres et réinvestir le repos, le self-care, le care communautaire, etc. Je te pose ça là. Hein. En fait, je trouve que ça donne assez peu d'outils aux gens de dire « Oui, bah, vous avez... C'est logique, hein, vous allez mal, hein, franchement, mais en fait, le seul truc, c'est la lutte. » C'est le collectif. Fondez-vous dans le collectif. C'est un peu l'idéal communiste. On sait bien où ça nous mène, en fait, de se fondre dans le collectif. On ne peut pas non plus complètement renoncer à nos subjectivités dans des collectifs. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'encore une fois, ça nous tue. Ça tue notre créativité, ça tue notre responsabilité. Oui, je suis profondément anarchiste. Et dans ces mentalités-là, on a souvent un truc genre, ouais, la colère c'est bien, la colère c'est légitime. Bah oui, bah bien sûr. Hein. Franchement, vu la violence qu'on vit à tous les niveaux, la colère, elle est légitime. Bien sûr. Sauf qu'on en fait quoi à la colère? Et souvent, ces trucs-là, c'est juste, bah oui, en tout cas, bah voilà quoi, la thérapie et tout, ça sert à rien, le self-care et tout, ça sert à rien, soyez juste en colère, bah ouais, bah foncez dans le tas, vous allez bien voir ce que ça donne. Genre, ça marche pas non plus, en fait, il y a un truc, et je trouve que les cavalières nous proposent ça, qui est où on dirige sa colère. Et comment on soigne aussi sa colère. Et ça, la reine de coupe, elle nous parle de ça. Et je trouve que la plupart des choses que je vois passer sur le sujet nous proposent rien d'alternatif. Nous disent pas comment on est avec notre colère dans ces moments-ci, comment on la dirige correctement. En fait, je crois que je voudrais pouvoir tenir la place, l'espace pour dire la critique que vous m'avez entendu ou lu dire, émettre maintes fois à l'égard de la psychologie. La psychologie, c'est une individualisation des rapports de pouvoir, c'est un système d'obéissance, c'est un système qui vise à nous rendre performants, efficaces au niveau capitaliste, c'est une discipline académique qui a vu le jour dans le contexte de la révolution industrielle et qui vise à discipliner les travailleurs. Et dans ce cas, la psychologie doit sans cesse être remise en question. Cependant, ça peut rester un outil utile dans ce contexte-là. Malgré tout, en fait, on peut critiquer une discipline, et on peut critiquer des méthodes et des pratiques, et néanmoins trouver des moyens de les investir. Et où on va mettre, encore une fois, le curseur, ça dépend. Par exemple, l'histoire fasciste du yoga, tel qu'il est pratiqué par les personnes blanches depuis le début du XXe siècle. Il y a des gens qui décident de s'en emparer quand même, et d'essayer de changer ça. Alors qu'il y a quand même chacun son truc, mais ça existe en fait. Et est-ce qu'il faut toujours tout balayer ou pas? C'est une bonne question. C'est pareil par rapport à l'occultiste et à ses racines nazies et eugénistes, etc. Est-ce qu'on continue à utiliser l'occultisme? Pour moi,
plutôt pas, mais néanmoins, j'essaie quand même, en étant une praticienne du tarot, une cartomancienne, de rester informée sur ce qui se passe dans ces sphères-là et sur les idées qui circulent, parce que sinon, si on fait juste, oh, on met ça à la poubelle, il y a aussi un problème, puisque ça nous empêche de comprendre en fait comment ces pensées-là impactent tout le temps toutes les pensées qui en découlent, même si elles ne s'en réclament pas forcément. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui en fait, consiste à diluer les personnes et comment les personnes intériorisent le système et la violence du système dans certaines des injonctions à ce moment qui sont genre « mais soyez en colère, c'est normal !» Bah, moi, je sais pas. Moi, je sais pas, c'est peut-être mon Mars en Scorpion, c'est peut-être juste que je suis comme ça, j'en sais rien. Mais personnellement, moi, la colère, c'est un truc que j'intériorise hyper vite. J'ai été dans l'autodestruction pendant tellement d'années dans ma vie. J'ai été suicidaire pendant tellement d'années dans ma life. Genre, dire la colère, c'est une bonne chose, elle est normale, elle est légitime. Ouais, elle est peut-être légitime, sauf que la retourner vers moi, c'est pas légitime. Hein. Parce que tu subis des violences, tu t'en prends à toi-même, c'est pas légitime. En fait, j'ai besoin qu'il y ait des gens, des choses, que je dois m'aider moi-même à désamorcer cette violence et à la diriger autrement. Et pour autant, parce que j'ai une colère générale contre le système ou quoi, si je suis irritée à tel ou tel moment dans ma vie quotidienne et qu'il en ressort une agressivité envers une personne qui n'y peut rien, est-ce que c'est légitime? Non, c'est pas légitime en fait. Et donc, la question, c'est quand même, si la colère est là, et que c'est normal d'être en colère, et que c'est normal d'être déprimé, c'est normal d'être submergé, qu'est-ce qu'on en fait? Et il y a quand même un moment où le tarot, qui pour moi n'est pas un outil de bien-être, n'est pas un outil de développement personnel, mais un outil divinatoire qui me permet un certain niveau d'introspection aussi. Donc bon, bah, on peut parfois être quand même assez proche en fait de la manière d'utiliser l'outil dans une version plutôt développement personnel, même si moi je suis pour être avec ce qui est, je suis pas dans l'idée de s'améliorer ou des trucs comme ça, c'est quand même vraiment, pour le coup, je trouve une façon d'échapper, d'être dans le déni par rapport à ce qui se passe et de pas être dans la prise de responsabilité par rapport à ce qui se passe non plus. Ce que je vois pas, c'est s'interroger sur ce qu'on fait de sa colère. Et peut-être c'est juste parce que les algorithmes ont bien cerné ce qui allait me faire réagir, même si c'est en mode ça m'énerve, parce que c'est ce qu'ils préfèrent, c'est ça qui fait qu'on passe plus de temps sur l'écran. Mais moi je vois passer que des trucs sur ouais, la colère c'est légitime, point. Mais je me demande tout le temps, mais ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Et comment on la soigne? Parce que la colère brute, elle est généralement pas activable. Comment on fait pour la diriger, pour la canaliser, pour l'écouter, pour l'accueillir, pour la désamorcer? Moi, si je désamorce pas ma colère, elle me bouffe, elle me bouffe. Et en tant que malade chronique qui a un corps qui réagit au stress, qui réagit au traumatisme, qui du coup peut vraiment amplifier de façon énorme tous mes symptômes, je dois absolument poser cette question en permanence. Oula, ma colère elle est là, qu'est-ce que j'en fais? Parce que sinon je m'autodétruis, littéralement. Ça pourrait avoir le genre de conséquences où je mets vraiment ma santé en danger parce que mon corps réagit d'une façon intense au stress, quoi. Je me suis encore perdue dans mes réflexions, ce qui est peut-être pas plus mal, peut-être que ça me ramène ici. En tout cas, j'ai souvent vu, mais depuis vraiment le début où je suis en particulier sur Instagram, avec mon compte tarot et que j'observe ce genre de choses, c'est que le rapport qu'ont les gens à la colère leur donne souvent un sentiment de supériorité. Je ne me mets pas forcément à l'abri, à l'écart de la meute. Je pense que je peux fonctionner comme ça aussi, mais donc on peut avoir des gens qui disent « moi j'ai travaillé sur ma colère et vous les activistes, vous êtes gérés par votre colère et c'est ultra problématique en fait. Parce que, voilà quoi, travailler sur vous quoi. » Puis on a de l'autre côté, on peut avoir les activistes qui sont en mode « non mais la colère, c'est normal d'être en colère, on fait, allons-y, ça compte dans le tas. » Et en fait, excusez-moi pour mon wallon picard, mais quand tsac dans le tas avec ta colère, en vrai, ben, en général, t'es la première personne que t'épuises, mais t'arrives pas à faire quelque chose. Et j'ai du mal à trouver, et pour moi-même aussi, je pense que peut-être on a tous ce problème-là, j'en sais rien, mais un équilibre en termes de qu'est-ce qu'on fait de la colère qui est là en fait. Il faut pas être dans le déni, genre ah non mais moi je veux jamais savoir, la colère c'est vraiment hyper problématique, je veux vraiment rien avoir à faire avec ça. Moi je suis au-dessus de tout ça, hein, l'espèce de toutes les toutes les philosophies de l'élévation,
qui sont problématiques, qui fonctionnent souvent dans le déni et qui sont souvent des philosophies ou des religions quand même dans lesquelles il y a beaucoup de violence qu'on amène les gens à accepter sous prétexte de s'élever et qui donnent aussi un délire de personnes initiées, illuminées, choisies, les élus, etc. au-dessus du reste. Bon, il y a tous ces trucs-là. Et par rapport à la colère, il peut y avoir ça, mais je pense que aussi on peut avoir tendance à banaliser la colère ou à la pas la banaliser parce qu'en fait elle est banale, mais à diminuer son impact, à diminuer comment elle peut nous affecter et à ne rien faire pour les prendre en charge. Or, elles peuvent avoir des retombées assez importantes aussi dans nos collectifs, dans nos relations. Voilà, je sais pas, un truc comme ça, avec la reine de coupe et la cavalière de bâton. Je sais pas, j'ai pas de réponse en fait. Je m'interroge parce que je vois beaucoup de choses avec lesquelles je suis pas d'accord et je vois des choses qui manquent de nuances. Et ce que je voudrais poser comme question, c'est pas est-ce que c'est légitime d'être en colère ou est-ce que c'est légitime d'aller mal, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait ensemble? Et je pense qu'il faut prendre soin de la colère parce que je pense honnêtement qu'elle a un potentiel destructeur, à commencer par sur soi-même, qui est tel qu'il faut la désamorcer. Et je n'ai pas envie, personnellement, que les luttes politiques qu'on mène soient... Et pour point de départ, la colère. La colère, elle peut activer, elle peut motiver, elle peut rassembler, mais ça peut pas être notre carburant, ça peut pas être notre point de départ. Moi, je continue de penser que quand même, notre point de départ et notre vision, notre ligne d'arrivée, ça doit être l'amour, ça doit être le lien. En fait, l'amour, pour moi, c'est un concept qui est vraiment très très important et la colère est souvent l'antithèse de l'amour, pas toujours, mais souvent. Ça me fait penser aux planètes, évidemment, qui sont associées à ces différentes choses. Si il faut de la colère, si c'est bien qu'elle soit là, je crois aussi qu'il faut lui trouver une place. Et je suis certaine qu'un mouvement politique qui est basé uniquement sur la colère, et déjà c'est un mouvement réactionnaire, puisqu'on va réagir à quelque chose, la colère elle sort pas nulle part, elle vient en réponse à quelque chose, et du coup on propose rien au niveau de notre imaginaire, au niveau de la vision de la société dont on aurait envie, au niveau... La colère, elle fait que réagir. Et donc, oui, bah oui, ça va pas, ça va pas. Il y a tellement de choses qui vont pas, certes, mais si on est guidé que par ça, on se dit, on va juste détruire ce système de merde. C'est un peu la mentalité révolutionnaire, c'est on va tout détruire parce que ça va pas, mais à aucun moment tu réfléchis à l'après. Et en fait, l'après, c'est maintenant. L'après, c'est maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut comme liens sociaux? Qu'est-ce qu'on veut comme liens interpersonnels? Comment on prend soin les uns les unes des autres? Comment on prend peut-être aussi soin de soi-même dans un système qui nous atomise, qui nous individualise, qui nous fait oublier qu'on fait partie de tissu social plus large? Comment on prend soin? Maintenant, la révolution, c'est pas la destruction et après, il n'y a plus rien, il faut tout reconstruire. Si maintenant, dans tout ce qu'on fait, on n'infuse déjà pas autre chose, c'est mort. Et ça, c'est des choses qui sont très bien théorisées par les personnes qui travaillent sur les stratégies de l'émergence, comme Adrienne Mary Brown. Mais c'est quelque chose que je veux aussi réfléchir de façon constante. Et je pense que les gens qui disent faisons plus de place à la colère et détruisons tout le reste, ne réfléchissent pas forcément aux conséquences que ça peut avoir. Comment on fait pour que la révolution soit dans chacun de nos gestes, dans chacune de nos pensées, dans chaque chose qu'on incarne, dans chaque lien qu'on fait? Et j'en sais rien. Je ne vous dis pas que j'ai les réponses à tout, mais j'avais juste envie, avec cette reine de coupe, de ramener ça, un peu plus de douceur et de soin auprès de cette colère. Et que quand même, c'est ok d'aller mal et c'est ok d'être en colère, mais c'est pas ok de faire comme si c'était une bonne chose, uniquement. C'est ok de normaliser et de banaliser la colère parce que c'est logique qu'elle soit là. Et le mal-être aussi, quand on vit dans un monde qui nous pulvérise, qui nous détruit, qui est tellement mené par la haine. Yes. Et on va tirer une petite carte pour terminer quand j'aurai transféré mes vidéos. Je ne sais pas si c'est le moment où je dois vous parler de ma carte de l'année, qui est le 4 de bâton. J'ai pris le Weird Sisters, que je vais utiliser plutôt pour le mot-clé qui vient avec chacune des cartes, pour voir quel style de résolution ça nous propose par rapport au questionnement que j'ai ramené aujourd'hui. Juste pour clôturer. Je sens le besoin d'ancrer quelque chose, de déposer
quelque chose ici. Peut-être de nourrir quelque chose. C'est comme si on... Ouais. On se pose avec quelque chose et on le nourrit. Le wishing well. Le puits où on fait des vœux, c'est comme on dit ça en français. Cette carte où déjà la personne est dans une position qui peut nous faire penser à la fois à la carte de l'étoile et à la carte de la tempérance. Ça fait du bien, déjà on dépose aussi un peu le surplus. Ici on a toute cette eau qui coule et qui retourne soit au puits, soit à la terre. La personne est dans une position de repos. Et quand je vois les images avec les étoiles qui se reflètent dans l'eau et tout, en fait, on a fort une référence à la carte de l'espoir, qui est aussi une carte de vœu. J'ai dit l'espoir au lieu de dire l'étoile, parce que c'est là un peu la même chose. L'étoile, c'est une carte d'espoir, c'est une carte de vœu, et ça nous permet vraiment là, tout de suite, avant tout, sans offrir une réponse à qu'est-ce qu'on fait de la colère, est-ce que vraiment il faut lui faire une place, blablabla. C'est comment on peut, ok, être peut-être déprimé, être peut-être submergé, être peut-être vraiment en colère, mais aussi continuer à se poser la question de quel monde voulons-nous? Un autre monde est possible et alors lequel? Un autre monde est possible et comment je l'incarne maintenant tout de suite? Un autre monde est possible et comment je peux faire un pas vers lui là, dans la seconde? J'avais partagé une story, j'ai brièvement été quelques jours sur Instagram. Elle vous avait parlé, alors je vais vous dire ça. C'est encore un truc très personnel, et donc effectivement, ça n'a pas la portée politique d'autre chose, mais c'est quelque chose qui me permet déjà de changer mon mindset, de vraiment avoir une autre mentalité et de ne pas accepter de me résigner. Donc je refuse de me résigner quand je dis qu'il y a des alternatives et qu'elles existent, et qu'un autre monde est possible. Et alors qu'à toutes les sauces, on se bouffe ce truc, il n'y a pas de sortie du capitalisme, et d'une façon plus ou moins masquée, on a quand même beaucoup au niveau politique et autres, des gens qui font genre, en fait, le fascisme, c'est la seule option. Ouais, quand les gens de droite, la droite traditionnelle, elle vire très très fort à l'extrême droite. Hein. Pensez pour Gloub, notre président du MR en Belgique. Et donc ces gens assènent un peu sans cesse, on n'est pas fasciste mais on l'est quand même, et en fait il n'y a pas le choix. Hein. Et donc nous à chaque fois on doit se répéter mais si, mais bien sûr c'est pas, bien sûr, je suis Antifa depuis fort fort longtemps, je veux dire c'est une évidence aussi, mais je dois quand même me répéter, en fait c'est pas perdu d'avance, c'est pas perdu d'avance, c'est pas perdu d'avance, un autre monde est possible. Et du coup dans cette phrase, cette espèce de prière, affirmation que j'essaie de répéter plus ou moins tous les jours, plusieurs fois, se termine par des alternatives émergent sans cesse, nous tenons. Et elle met aussi en avant toute cette chose, cette prière que je ne veux pas vous évoquer ici, mais des choses qui sont importantes aussi, voilà, pour se rappeler toutes ces choses. J'arrive plus à faire une phrase. Elle met en avant des éléments importants pour se rappeler, oui, la créativité c'est une nécessité. Oui, on veut créer du lien. Oui, on veut s'engager dans le collectif. C'est hyper difficile. Pour moi, ça c'est un des trucs les plus difficiles. Et donc voilà, faire des vœux, déposer nos vœux au puits, à la source, à la rivière, aux étoiles. C'est pas juste un truc genre oh tu vis dans ton monde, tu es en train de fuir. Non, tu te rappelles constamment il y a autre chose qui est possible. Et qu'est-ce que je peux faire moi aujourd'hui pour être cette voie du changement, pour être cette alternative, pour être résistance. Et parfois c'est une prise de risque, parfois c'est dur, bien sûr, mais il y a quelque chose de très apaisé là. Vraiment, il y a quelque chose de très très apaisé sur cette carte. Pour moi, la proposition, c'est quand même de pas dire ok, c'est mal d'être en colère, c'est mal d'aller mal, ou tous ces trucs, mais comment je peux quand même trouver un petit peu d'apaisement qui va faire de moi quelqu'un de suffisamment centré, intègre, etc. pour continuer à agir et pour continuer à incarner, représenter, appeler de mes voeux le changement. Là, il y a différents niveaux, hein, mais c'est ça le problème, c'est que parfois dans cet éloge de la colère ou de la violence parfois, on a l'impression qu'il n'y a plus que ça comme niveau. Ouais, mais ça c'est le registre du pouvoir en fait. C'est le registre du pouvoir et de tous les gens qui les défendent. C'est de nous faire croire qu'il n'y a que ces niveaux-là. Ça, c'est leur mentalité, c'est pas la nôtre. J'ai encore oublié le début de ma phrase, hein, on a compris. Ouais.
J'ai écrit pas mal en 2024, surtout sur le 4 de bâton, qui est donc ma carte de l'année, parce que je tire ma carte dans tout le jeu, pas juste dans les majeurs, comme ça vous savez. Je suis pas très de la tradition du tarot de Marseille, moi, hein, et puis j'adore j'adore l'arcane mineur en fait. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur la dimension liée à l'appartenance avec cette carte il y a 2 ans. Et là, quand je l'ai vue arriver, elle m'a vraiment évoqué directement plutôt la notion de la joie et de la communauté et du collectif. Je sais pas ce que je vais en faire parce que je trouve ça vraiment très compliqué. C'est quand même une piste pour moi par rapport à tout ça, qui paraîtra pour certains qui s'estimeront plus radicaux que moi, complètement illusoire et qui pensent que la résistance ne passera que par la colère, la révolution et la violence. Mais surtout nous, en tant que personnes handies, qui pourront jamais être en première ligne et qui seront toujours les exclus en fait. Si votre moteur c'est la violence, nous on sera les premiers encore à en faire les frais, donc vous nous offrez aucune alternative au système si vous pensez comme ça. Et justement là on a des espaces communautaires, des espaces où être soi-même et où on partage aussi de la joie et de la joie communicative. Si on cultive pas la joie, on se résigne. Et on peut pas se résigner, parce qu'un autre monde est possible. Et donc cette piste-là du 4 de bâton, elle me fait du bien. Après, je sais pas trop d'analyser la carte pour le moment. Enfin, je peux l'analyser à plein de niveaux, mais ce qu'elle va représenter comme carte de l'année pour moi, elle va se dévoiler. Mais c'est ça que j'ai pour l'instant. J'adore, c'est trop beau. C'est trop beau. Elles sont trop mignonnes. Il y a tellement d'amour, puis on a leurs pas comme ça qui semblent se répondre. Je sais pas comment on transforme la colère en joie. Comment on trouve de la place pour les deux. Mais je sais que la joie est une réponse à la résignation et à la violence. Elle résout pas tout, mais il n'y a rien qui résout tout seul. Mais ramenons plus de choses plutôt que d'en enlever. On veut nous enlever l'imaginaire, on veut nous enlever des options, on veut nous enlever des manières de faire lien et d'être ensemble. Continuons à en inventer, à en ramener, à proposer des espaces qui font la différence, même si c'est pas facile. Et c'est pas facile parce que, à cause de la polarisation, pour moi c'est pas facile parce que je suis plus à Bruxelles depuis quelques années maintenant et que c'est difficile de trouver des alliés, des gens avec qui partager vraiment des choses par ici. Et que je suis pas forcément en mesure de me déplacer très souvent, ni de me déplacer et d'être bien. Et donc c'est difficile parce que je devrais pouvoir faire beaucoup plus de choses en ligne, parce que c'est quand même une manière de créer d'autres choses, d'autres liens, et de trouver des gens avec qui je peux me sentir bien, parce que c'est aussi ça dans la dimension communautaire du 4 de bâton, quoi. C'est d'aller vers les siens, c'est d'aller vers des choses qui nous renforcent, qui nous consolident. Et c'est pas évident parce que Internet est ce qu'il est à l'heure actuelle à cause du technofascisme. Et donc on a du mal à continuer à y trouver des espaces alternatifs, des espaces de commun, des espaces de partage, d'échange et de justice. Et à ce propos, je vous partagerai quelques ressources en dessous. Ça, c'est un sacré cheminement que j'ai devant moi et qu'on a devant nous avec le remède, la piste, les petites solutions pratiques du 4 de bâton. Et je réfléchirai probablement avec vous à l'occasion qu'est-ce que ça représente d'avoir des bonnes cartes. Il n'y a pas de carte bonne et mauvaise dans le tarot, bien sûr, mais en même temps, c'est une carte très optimiste, c'est une carte qui déborde d'une énergie très structurante, très joyeuse et tout, et ben c'est pas du tout si évident d'avoir des cartes qui sont aussi optimistes et joyeuses dans des temps aussi durs. Et comment les réceptionner, comment les utiliser, comment les activer, comment on aura certainement l'occasion d'en reparler. Après, je sais pas, on a compris. La sédiste. Peut-être je reviendrai dans 2 jours, peut-être vous ne me verrez plus pendant 2 mois. On a l'habitude maintenant. Allez, bisous les gros bisous. À très bientôt.